Alors, je vais tout d'abord laisser la parole à Hélène Chartier. Donc, avec peut-être deux questions, Hélène, finalement, du point de vue du SRI, qu'est-ce que cela veut dire, cette question de publicité numérique responsable, hein? Et puis, quels sont les enjeux futurs, hein? Quelles sont les grandes questions qui sont vraiment les questions à traiter dans le futur? Merci Christine, merci Marion. D'abord, je voulais vous remercier parce que la présentation était vraiment hyper intéressante, très visuelle, et je pense que c'est la première fois que dans un rapport, on regroupe à la fois des enjeux économiques, des enjeux réglementaires, des initiatives marché, et puis des controverses qui vont plus loin, qui sont des controverses à la fois d'ordre sociétal, d'ordre. Enfin, j'ai trouvé que la richesse et la profondeur des sujets étaient vraiment passionnantes. Donc, vraiment, encore merci pour ce travail qui permet en effet de regrouper de nombreux sujets qu'on peut adresser, mais parfois en silo. Donc là, c'est vraiment très intéressant de les avoir regroupés. Oui, pour le SRI, alors le SRI, juste pour rapidement, on est un syndicat donc, de régie Internet. On a aujourd'hui 36 adhérents, 29 régies membres, alors des régies qui peuvent être à la fois ce qu'on appelle les pure players, mais aussi des régies issues de médias traditionnels, et un collège de partenaires qui regroupent des opérateurs technologiques ou des grandes plateformes comme Facebook, par exemple. Donc c'est vrai que on le voit dans le rapport, la publicité responsable, c'est très protéiforme comme terminologie parce qu'elle est responsable pour qui? Elle est responsabilisante pour qui? Donc c'est vrai que pour nous, enfin, notre façon d'aborder le sujet, c'est d'abord que la publicité, pour les vendeurs de publicité, elle doit être utile. Elle doit être utile pour l'annonceur qui a dépensé de l'argent et qui en fait la promotion de son produit et c'est une publicité qui doit toucher son public. Une publicité qui est balancé, enfin qui est envoyé dans la nature euh, sans définition de son public. J'essaye de ne pas utiliser le mot ciblage qui parfois est très controversé, mais une publicité sans ciblage, finalement, ça n'existe pas. Une publicité, elle est toujours à destination de quelqu'un et c'est la façon de définir cette audience. Qui définit le ciblage. Et une publicité qui est envoyée dans la nature sans ciblage, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On a forcément un public en vue quand on fait de la publicité. Et puis, ça, c'est donc pour l'annonceur et elle est utile pour l'éditeur, puisque la publicité, comme vous l'avez dit, elle finance les contenus. Alors, en effet, elle finance des contenus comme elle le fait en télé ou en radio, hein. Pour la télé et la radio, c'est rarement controversé. Le sujet du numérique, c'est qu'elle peut financer des contenus qui ne sont pas licites ou qui peuvent être très controversés, justement. Donc, là, le sujet, c'est de savoir est-ce qu'elle finance des contenus euh, euh, légitimes. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, mais pour nous, la première chose, c'est qu'elle doit être utile. Et puis, pour l'internaute, elle doit être non intrusive, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas perturber sa navigation et elle, surtout, la répétition de la publicité doit être maîtrisée. C'est-à-dire que, encore une fois, une diffusion massive, quand on voit une publicité pour la 45e fois, elle est totalement inutile et on est dans le gaspillage publicitaire. Et ça, c'est très important quand on met ça sous le prisme de la sobriété numérique qui est, à mon avis, un sujet qui va exploser dans les prochains mois, les prochaines années, cette fameuse sobriété numérique. Donc voilà, donc tout ça nous met en regard cette fameuse publicité ciblée qui souvent attise un peu les foudres de nos dirigeants au niveau français, au niveau européen, mais nous croyons, enfin au SRI, à la vertu d'un bon ciblage publicitaire. Elle est vraiment, encore une fois, si on prend des analogies guerrières, c'est peut-être pas le meilleur sujet, mais c'est le mass bombing par rapport à la frappe chirurgicale, hein. C'est un peu ça le sujet. Donc, qu'est-ce qui est le plus efficace? Qu'est-ce qui est le moins destructeur? Je laisse la question ouverte. Et puis évidemment, la publicité, elle est responsable et utile si elle fait la promotion d'un produit licite. Et là, je pense que ça, je laisserai Mohamed en parler. C'est vraiment le sujet de la RPP. Et puis, si elle fait aussi la promotion au travers de messages
responsables, de messages qui respectent les règles déontologiques, les dispositions réglementaires. On ne fait pas de publicité pour l'alcool, on ne fait pas de publicité pour les cigarettes, on fait attention aux stéréotypes, au respect de l'image de la personne, on essaye de contrôler les allégations et les bonnes allégations environnementales, etc. Donc voilà pour moi ce que regroupe la publicité responsable. Mais là où c'est très compliqué sur le numérique, c'est que tout le monde est responsable. De l'annonceur qui choisit le produit qu'il met en promotion, les agences qui déclinent le message, les opérateurs, les agences médias qui vont choisir les supports, et donc les supports qui véhiculent des contenus légitimes, et puis les opérateurs technologiques qui vont diffuser ces messages, et bien sûr les régies et les éditeurs qui vont recevoir ce message. Donc c'est une responsabilité partagée et qui doit être menée en commun. Et ce qui est compliqué, et je terminerai là-dessus parce que je ne vais pas peut-être sur la première question, ce qui est compliqué sur le digital, c'est qu'on a un croisement entre, par rapport aux médias qu'on peut appeler traditionnels, entre des supports infinis. On va aller de sites extrêmement éditorialisés comme, je ne sais pas, des sites comme TF1, Le Monde, etc., à des blogs qui peuvent être des blogs de bonne foi, des blogs de cuisine ou des blogs véhiculant des contenus haineux. Et ces contenus Internet peuvent être pubables. Et donc, la complexité, c'est que des organismes comme ceux que vous avez cités ont plutôt tendance à contrôler ce qui est au-dessus du radar, c'est-à-dire les sites, encore une fois, c'est difficile, responsables, légitimes, comment utiliser le bon terme. Et puis, donc, on a ce croisement d'un inventaire infini, puisque je rappelle qu'un espace publicitaire s'ouvre à chaque fois qu'il y a une connexion Internet, s'il y a un espace publicitaire, avec des annonceurs qui sont aussi infinis. En télé, en presse, l'accès à la publicité se fait par des humains, on va dire, ou par des coups de téléphone, des fax, des mails. Donc, on a je dirais une matérialisation de la relation commerciale. En numérique, vous l'avez expliqué c'est parfois automatisé au travers de plateformes qui mettent des annonceurs avec des supports en relation. Et parfois, on va trouver des annonceurs extrêmement, je dirais, rompus aux techniques du média planning, du message publicitaire. Et on peut trouver aussi des TPE, des artisans tout à fait légitimes, mais qui n'ont peut-être pas cette connaissance de la réglementation publicitaire. Et puis, évidemment, on peut trouver aussi, et encore une fois, je laisserai Mohamed en parler, des choses tout à fait bizarres, des lotions pour faire repousser les cheveux en 3 jours, du curcuma qui va soigner la terre entière, de la publicité anti-vax, enfin bon, voilà. Donc voilà, donc c'est ce croisement qui est difficile, en fait, finalement. C'est comment est-ce qu'on arrive à responsabiliser des gens qui sont souvent sous le radar de nos différentes associations et sous le radar de nos différentes initiatives. Et c'est ça la complexité du numérique. Voilà. Et je remercie la citation de nombreuses fois de nos initiatives au SRI, notamment sur le label Digital at Trust, qui justement essaye de valoriser les éditeurs qui ont ces démarches responsables sur différents critères qui peuvent être des critères à la fois B2B, sur la visibilité, la lutte contre la fraude, la brand safety, ou des initiatives un peu plus B2C, comme le respect de la réglementation sur les données personnelles, ou encore les formats intrusifs et l'encombrement publicitaire. Voilà, donc c'est vraiment une initiative qui est assez structurante pour le marché et que nous allons faire probablement, enfin pas probablement, que nous sommes en train de faire évoluer pour qu'elle réponde à des critères qui évoluent au fil du temps, puisque la publicité est extrêmement évolutive, la publicité digitale est extrêmement évolutive, avec des critères probablement, on en est au tout début de cette réflexion, mais des critères liés à l'empreinte carbone, des critères liés à la RSE. Donc voilà, donc, pour répondre à vos questions sur l'avenir, voilà vers quoi on tend.
Merci Hélène. Effectivement, cet enjeu d'aller chercher ou d'identifier des acteurs qui sont en dehors des radars, Mm. c'est un sujet extrêmement complexe. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Martin Signou parce que Facebook est évidemment un acteur majeur de cette publicité numérique, hein, est un acteur aussi historique, hein, avec des usages massifs au sens large, hein, avec évidemment Meta aujourd'hui. Et donc, du point de vue de Meta, Martin, quels sont les grands enjeux, selon vous, donc de ce concept de publicité numérique responsable? Et est-ce que vous pensez qu'on va dans le bon sens ou qu'au contraire, voilà, on va vers un secteur qui est de plus en plus problématique? Bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup Christine et Marion pour l'invitation et puis pour le travail qui a été fourni dans la rédaction de ce rapport. Je pense que ce rapport, il offre un très bel aperçu de la dynamique de responsabilisation qui a eu lieu dans le secteur de la publicité à de nombreuses échelles, à l'échelle individuelle de certaines entreprises, à l'échelle du secteur et des représentants du secteur. Et on voit bien qu'il y a vraiment eu un double mouvement, à la fois d'autorégulation, de réflexion sur les pistes de responsabilisation de la publicité numérique, et puis de régulation. Et quand on regarde du coup aujourd'hui, je pense que les dernières slides présentées par Marion montrent bien, je crois, l'ampleur des initiatives. On voit qu'il y a beaucoup qui a déjà été fait ou qui est en cours de réalisation, finalisation. Si on pense par exemple au règlement européen dont on parle beaucoup en ce moment, le Digital Services Act et le Digital Markets Act, ce qui, moi, m'amène à dire qu'aujourd'hui, quand on regarde la publicité numérique, c'est un secteur qui est très encadré et qui a, en termes de progrès, fait des pas de géant vers la responsabilité et plus de responsabilisation. Alors, ce n'est pas parce que beaucoup a été fait qu'il ne reste pas certaines choses à faire. Il y a toujours des pistes d'amélioration, je crois, que ce soit dans l'application des règles existantes ou des recommandations qui ont pu être faites, ou que ce soit dans l'anticipation de nouveaux défis. Et c'est pourquoi aujourd'hui, moi, je voudrais peut-être insister sur 3 points que sont 3 points qui, en termes de responsabilité, je pense, sont très importantes. La question de la protection et de l'information de l'utilisateur, qui reste centrale sur la question de la publicité, la question de l'innovation responsable, et puis la question de l'environnement, de la lutte contre le réchauffement climatique, qui est un défi commun. D'abord, sur la question de la protection et de l'information des utilisateurs, je pense que la responsabilité de tous les acteurs, elle est importante. Il y a véritablement un besoin de transparence et de compréhension. Et je crois qu'il y a une responsabilité partagée sur de la pédagogie pour dissiper une certaine défiance qui a pu s'installer par rapport à la publicité en ligne. Et je crois qu'une des vertus de votre rapport aussi, c'est de montrer comment c'est un écosystème qui est à la fois complexe, protéiforme, mais ce n'est pas parce que c'est un sujet technique que c'est un sujet inaccessible et opaque. Et je pense qu'il y a du coup dans ce domaine beaucoup de choses qui peuvent être faites. Le point de départ, je crois, c'est vraiment d'offrir aux utilisateurs des outils de transparence et de contrôle qui vont leur permettre de maîtriser leur expérience publicitaire. De notre côté, chez Meta, c'est quelque chose qu'on a commencé à déployer depuis environ 3-4 années, avec notamment un outil qui est Pourquoi je vois cette publicité, donc qui est accessible en seulement 2 clics lorsque vous voyez une publicité sur nos plateformes, et qui vous permet en fait de comprendre quelles ont été les informations utilisées par un annonceur pour distribuer sa publicité, quels étaient son souhait en termes d'audience, et puis de comprendre pourquoi vous voyez cette publicité. Et à partir de là, on donne accès à des outils de contrôle, que ce soit en termes de préférences publicitaires ou que ce soit en termes d'utilisation de données tierces qui sont issues de sites en dehors de Facebook. Et du coup, ça permet à l'utilisateur d'avoir une granularité dans le choix des préférences qui sont utilisées. Par exemple, je ne veux plus être ciblé pour mon intérêt pour la musique ou pour le sport. Je ne veux plus être ciblé par des annonces de tel annonceur pour vraiment lui offrir une maîtrise. C'est des outils aussi qu'on a développés avec un degré de transparence supplémentaire pour les enjeux les plus sensibles, les publicités qui touchent un enjeu social, politique et électoral, avec du coup là un degré de transparence supérieur avec l'acteur qui finance derrière, une obligation de transparence pour que ce soit affiché, et puis un recueil de toutes ces publicités qui portent sur des enjeux sociaux ou politiques dans une bibliothèque publicitaire qui est librement accessible pour avoir une visibilité de ce qui est fait en la matière. Et je crois qu'à l'échelle du secteur,
Cette transparence et cette information de l'utilisateur, elle va être renforcée prochainement avec la mise en œuvre du Digital Services Act qui instaure de nouvelles obligations de transparence. Et la véritable nouveauté de ce texte, c'est d'avoir décidé de suivre une approche asymétrique qui permet d'adapter les obligations selon la taille de l'acteur, ce qui semble juste, et qui va permettre en fait d'avoir une véritable responsabilisation de l'ensemble du secteur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Quand on pense maintenant à la question de la protection de l'utilisateur, je crois que c'est également un enjeu qui va se poser au cours des, enfin, qui se pose déjà, mais qui va se poser avec encore plus d'acuité au cours des prochains mois. Quand on regarde, par exemple, la question de la protection des publics les plus vulnérables, y compris les mineurs, on voit qu'il y a des débats en cours au niveau européen sur l'interdiction de la publicité en ligne à destination des mineurs. Or, aujourd'hui, il n'y a aucune solution technique à l'échelle de l'industrie qui permettent de vérifier l'âge des utilisateurs. Certains disent qu'il suffirait de demander la pièce d'identité des utilisateurs, mais y compris la CNIL en France, régulateur, ne soutient pas cette initiative qui entraînerait une collecte de données supérieure à ce qui est nécessaire. Et donc, du coup, de ce point de vue-là, il y a un véritable besoin, je crois, de concertation et de construction de nouveaux outils de protection des utilisateurs. Il y a des initiatives qui existent au niveau européen, par exemple EU Consent, qui réunit de nombreux acteurs du secteur pour essayer de voir quelles solutions technologiques interopérables pourraient être déployées et qui pourraient permettre du coup de parvenir à une meilleure protection des utilisateurs, y compris dans leur expérience publicitaire. Ensuite, le deuxième point, je pense que je voulais aborder aujourd'hui, c'est la question de l'innovation responsable, parce que je crois que c'est quelque chose que vous avez bien identifié, la question des algorithmes, parce que le futur de la publicité, il est indissociable des évolutions technologiques. Alors, les technologies d'intelligence artificielle qui sont déjà déployées et qui sont vraiment l'ossature du système publicitaire aujourd'hui, et puis également les nouvelles technologies qui pourront être développées en matière de réalité augmentée, réalité virtuelle. En matière d'intelligence artificielle, je pense qu'on parle aujourd'hui de plus en plus d'une publicité qui soit respectueuse de la vie privée, de la privacy, de la protection des données, avec la fin des cookies tiers. Et quand on regarde un peu la recherche en intelligence artificielle, elle a fait vraiment des progrès fulgurants au cours des dernières années en matière d'algorithmes qui sont capables d'avoir les mêmes performances en utilisant moins de données, d'algorithmes qui sont capables de mieux protéger l'utilisation des données avec tous les concepts on parle par exemple de differential privacy, de federated learning, qui sont des nouvelles technologies qui permettent à ces algorithmes d'être plus respectueux. Et également, un axe de travail majeur, ça a été celui de ce qu'on appelle en anglais la fairness, qui est la lutte contre les biais algorithmiques et qui permettent aux algorithmes d'être plus justes et de ne pas introduire de biais dans la distribution des services publicitaires ou autres. Et c'est pour ça que nous, chez Meta, l'été dernier, nous avons publié les 5 piliers que nous pensons être nécessaires pour faire progresser une intelligence artificielle responsable. Concrètement, en interne, ça veut dire qu'il y a des équipes, une équipe qui s'appelle Responsible AI, qui applique à chacun de nos services ces principes à chacun de nos algorithmes, y compris aux services publicitaires. Et la grande force de la recherche que nous menons, c'est de la faire de manière ouverte pour permettre que nos progrès, les avancées, les outils que nous développons, que ce soit en termes de jeux de données, d'outils de code sur GitHub, permettent de bénéficier à l'ensemble de l'industrie. Et je pense que ça, la question des algorithmes et de leur encadrement, c'est un véritable enjeu pour les mois et les années à venir. Et il y a notamment au niveau européen cette initiative d'Artificial Intelligence Act qui va poser un jalon réglementaire et qui va permettre, encore une fois, de faire progresser cette innovation responsable. Un autre domaine, quand on parle d'innovation responsable, c'est une nouvelle technologie, un nouveau concept qui a émergé, dont on parle beaucoup ces derniers mois, c'est le métavers. Que ce soit du côté des acteurs du numérique ou du côté des annonceurs et des marques, beaucoup s'en sont saisis. Et l'idée, qu'est-ce que le métavers? Ce sont tout simplement des espaces numériques qui vont être accessibles grâce aux technologies de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour la publicité? La publicité, elle va connaître de nouveaux formats. Les formats en réalité augmentée, ils existent déjà aujourd'hui, ils sont déjà disponibles par exemple sur Facebook, Instagram, mais demain, il y aura sans doute des formats aussi en réalité virtuelle. Et l'idée, nous, quand on a amorcé ce mouvement vers le métavers, ça a été de dire qu'il fallait impérativement que le développement de cette technologie soit pensé de manière responsable. Et c'est pour ça, tout de suite après notre annonce en juillet de cette nouvelle direction vers le métavers, nous avons lancé en septembre un grand fonds de 50 millions de dollars qui vise à financer
des initiatives de recherche académique, mais également des programmes avec des associations pour s'assurer que ces technologies, qui sont des technologies qui vont se développer dans les années à venir, soient pensées dès l'origine pour être inclusives, pour être responsables, notamment sur les enjeux de privacy, de sécurité et d'inclusion des différents types de publics. Et enfin, je pense rapidement, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, on ne peut pas parler de responsabilité aujourd'hui sans évoquer la question de l'environnement, parce que c'est aujourd'hui un sujet qui transcende tous les secteurs. On parle de plus en plus de la question de l'empreinte environnementale du numérique, et bien entendu que la publicité a un rôle à jouer. Alors, il faut quand même remettre les choses en perspective. Si on regarde le rapport qui a été publié par l'ARCEP et l'ADEME la semaine dernière, on voit que l'essentiel de l'empreinte environnementale du numérique vient des terminaux. C'est 65 à 90% selon le rapport de l'empreinte de l'impact carbone qui vient de ces terminaux. Donc, c'est quand même là que les marges de progrès sont les plus substantielles. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'échelle des data centers, notamment, d'énormes efforts d'éco-conception ont déjà été réalisés par l'ensemble des acteurs. Côté Meta, c'est pour ça que nous avons atteint la neutralité carbone dès 2020 sur ce segment, notamment en utilisant des énergies renouvelables, mais aussi via l'éco-conception technique des data centers. Mais dans la suite de ce qui se passe en France avec la loi climat, le secteur de la publicité a un rôle à jouer. Il y a de très belles initiatives, je pense, qui ont été engagées, notamment par le SRI, auquel nous avons participé, et qui vont se concrétiser dans les mois qui viennent. Alors, il y a un enjeu, je crois, comme Hélène l'a bien souligné, c'est que le secteur de la publicité numérique est protéiforme. D'un point de vue technique, il regroupe des acteurs tout au long de la chaîne de valeur qui sont des acteurs avec une maîtrise d'une partie de la chaîne de valeur qui est différente. Et le premier enjeu vital, c'est de créer un cadre, un outil méthodologique qui permette à tous d'évaluer la même chose et d'avoir un cadre commun d'évaluation. Donc ça, c'est un point important. C'était la première grande étape. Et la deuxième étape qui va être amorcée dans les prochains mois sous l'égide de l'ARCOM, ça va être d'établir des contrats climat à l'échelle du secteur pour pouvoir réfléchir très précisément à la trajectoire carbone et à quels outils, quelles mesures on va mettre en place pour minimiser l'impact carbone de notre secteur. Donc, voilà un peu pour les 3 enjeux que je voulais brièvement mentionner ce matin. Bien entendu, étant donné le dynamisme et le caractère innovant de la publicité numérique, il y aurait eu beaucoup d'autres enjeux qu'on aurait pu aborder. Vous en avez mentionné certains, Christine, et j'espère que nous pourrons, dans l'échange, approfondir un peu soit ces thèmes-là, soit aborder certains des autres thèmes. Beaucoup, Martin. Sur les questions de transparence, du coup, je vous pose une question un peu provocatrice, mais est-ce que du coup, on peut s'attendre à justement un peu plus de transparence des données, par exemple, des partages de données? Nous, on est très friands de travailler sur des données de publicité, hein, de données réelles. Est-ce que dans ce courant de publicité numérique responsable, on peut s'attendre à une plus grande transparence de Meta, un plus grand partage de données dans l'avenir? Oui, c'est déjà une dynamique qui est déjà à l'œuvre. Si vous prenez sur la question de la publicité et des publicités les plus sensibles que je mentionnais, donc les publicités d'enjeux social, politique, électoral, qui sont celles qui sont sans doute, quand on parle d'impact sociétal, les plus pertinentes, il y a déjà une bibliothèque publicitaire qui est librement accessible et qui permet aux chercheurs du monde académique d'accéder à toutes ces données en libre accès. Et il y a une deuxième initiative qui est assez importante qui s'appelle FORT, donc Facebook Open Research and Transparency, qui permet au monde académique de demander l'accès à des jeux de données sur différents aspects de notre plateforme. Et notamment sur la question de la publicité, du ciblage publicitaire, il y a un jeu de données qui s'appelle donc Ad Targeting Transparency Dataset, auquel les chercheurs peuvent demander accès. Alors, pourquoi ils ne sont pas librement accessibles via une API et pourquoi il faut demander l'accès? C'est tout simplement parce que, suite aux différents scandales qui ont pu avoir lieu par le passé quand les données étaient plus librement accessibles, il y a la volonté de notre part de bien vérifier que les acteurs qui ont accès sont vraiment des chercheurs qui sont affiliés à une université et pas des personnes tierces qui voudraient juste avoir accès à ces données pour les utiliser à des fins malveillantes. Merci beaucoup de
toutes ces informations très, très intéressantes et cette vision donc, des enjeux futurs. On va passer maintenant à NewsGuard. NewsGuard est arrivé en Europe assez récemment, finalement, créé d'abord aux États-Unis avec une vision très particulière sur ces sujets, en particulier sur la désinformation. Et donc, de la même manière, pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque quand on dit publicité numérique responsable et selon vous, quels sont les enjeux vraiment très importants dans le futur? Oui, merci beaucoup Christine et merci de l'invitation. Donc effectivement, moi, sur cette question de la publicité, j'ai une vue un peu plus centrée sur un sujet que vous tous. Donc peut-être juste 2 mots sur ma société très rapidement. Donc je travaille pour NewsGuard, qui est une société, en gros, pour le dire très simplement, d'analyse de la fiabilité des sites d'information. Mes sites d'information, ce n'est pas que Le Monde, Le Figaro, Libé, etc. C'est aussi les blogs dont vous parliez tout à l'heure, Hélène, ces blogs qui sont un peu sous le radar. Ça peut être le blog d'un naturopathe qui fait très bien son travail ou le blog d'un autre naturopathe qui va diffuser des fausses informations sur la santé. Donc, pourquoi on a lancé cette société, pourquoi cette société a été lancée en 2018? C'était un petit peu dans l'après-présidentielle américaine de 2016 avec toutes les influences, notamment étrangères, sur l'information qu'on a connues. Et avec l'idée que le fact-checking est important, essentiel et qu'il faut continuer, mais qui ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la réponse à la désinformation parce que tout simplement, on ne peut pas tout fact-checker. Les fact-checkers vont fact-checker ce qui remonte à leurs yeux, à leurs oreilles sur Internet et il y a beaucoup de choses qui vont passer sous le radar, qui vont leur échapper. Et que par ailleurs, les fact-checks, malheureusement, on le sait, ne vont pas toucher la même cible que les fausses informations et parfois avoir un effet contre-intuitif qui va être de renforcer certaines personnes vraiment convaincues de fausses allégations du bien fondé de leur croyance, puisque Le Monde ou tous les médias qui sont perçus comme mainstream et donc relayant une parole qui n'est pas crue par ces gens-là, le dit, donc c'est que c'est vrai. Donc nous, notre approche, c'est d'analyser du coup les sources et non pas les allégations, un article en tant que tel, mais une source dans son ensemble, sur la base de critères journalistiques vraiment de base. On a 9 critères qui sont des critères de crédibilité et de transparence. Et donc, l'idée, c'est de dire, voilà, est-ce que le site est un site responsable ou un site qui ne l'est pas? C'est pas de distribuer des bons points du journalisme, mais c'est vraiment des critères de base. Est-ce que le site corrige ses erreurs de manière transparente pour le lecteur? Est-ce qu'il publie fréquemment des fausses informations ou pas? Est-ce qu'il vous indique à qui il appartient et s'il y a des conflits d'intérêts potentiels, etc. Donc, c'est des choses vraiment basiques. Et pour obtenir une notation peu fiable, c'est-à-dire un petit écusson rouge chez NewsGuard, il faut vraiment être un acteur irresponsable et vraiment malveillant. On a beaucoup d'acteurs qui sont présentés sur la toile comme peu responsables parce que ça va être des acteurs d'extrême droite qui vont relayer une position particulière de la société, une représentation particulière de la société, qui ne vont pas nécessairement avoir une mauvaise note chez NewsGuard parce qu'ils vont être clairs sur ce positionnement et que finalement, ils vont avoir une représentation de la société qui est la leur. Mais pour nous, il ne s'agit ni de faire la police du web, ni de distribuer des bons points de ce qu'est le bon journalisme. Donc, comment, avec ce produit et cette démarche qui est très journalistique, je suis là aujourd'hui? Pourquoi? Parce que en développant cette base de données du coup de la fiabilité des sites d'information, aujourd'hui on est dans 6 pays, on est aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie et au Canada depuis 10 jours. On s'est rendu compte en fait que cette base de données, donc dans ces 6 pays, on a évalué la fiabilité de plus de 7500 sites et on s'est rendu compte que cette base de données finalement elle était très intéressante pour d'autres personnes que juste les utilisateurs, les internautes, qui sont les personnes pour qui à la base on a développé ce produit, puisque notre produit il se communique via une extension de navigateur en fait que les internautes vont pouvoir télécharger et qui va leur indiquer par un petit écusson de couleur rouge ou vert très rapidement si la source est fiable, globalement fiable ou pas. Et après il y a toute une analyse qui va pouvoir être lue, qui vous indique vraiment, qui est un outil d'éducation média qui vous dit qui est le média, qui se trouve derrière lui, comment il est financé, etc. Mais on s'est rendu compte au fil du temps que cette base de données,
elle pouvait intéresser beaucoup d'autres acteurs de la société, des chercheurs. On travaille beaucoup avec des chercheurs aujourd'hui, mais aussi les annonceurs. Pourquoi? Parce qu'il y a justement, comme vous le décriviez, Hélène et Martin, ce mouvement de responsabilisation qui est très important depuis quelques années dans le secteur publicitaire, et un problème qui est de plus en plus flagrant, qui est que des publicités de marques connues apparaissent sur des sites d'Infox et de Mésinformation de manière bien involontaire pour ce qui est des marques. Et c'est un double problème, puisqu'à la fois, c'est un problème de brand safety pour les marques qui vont se retrouver à côté de contenus très problématiques du style voilà, arrêtez votre chimiothérapie, prenez des noyaux d'abricots pour guérir votre cancer et tout ira bien, ou des contenus anti-vax, faux sur la pandémie, etc., depuis 1 an et demi. Mais c'est aussi un problème sociétal, au-delà du problème de brand safety pour la marque, puisque ça veut dire que les marques, concrètement, elles financent ces contenus, en fait, comme Hélène le soulignait très bien au début de cette table ronde. La pub, avant tout, elle finance des contenus. Donc, que la marque le veuille ou non, que ce soit volontaire ou pas, elle se retrouve à financer ces contenus, et s'ils sont problématiques, c'est à la fois un gros problème pour elle, mais aussi un problème de société, puisqu'on le sait, il y a de nombreux acteurs de la désinformation qui sont des idéologues et qui ne disparaîtront pas si on assèche la manne financière qui vient les financer. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont là juste par intérêt financier, parce que c'est un business qui marche, parce qu'aujourd'hui, le journalisme souffre financièrement, mais la désinformation, elle fonctionne à plein. Et notamment grâce à la publicité programmatique. Donc ça, Christine et Marion l'ont très bien décrit tout à l'heure. Nous, on s'est intéressé surtout chez NewsGuard à cette question de la publicité programmatique. Pourquoi? Parce que c'est par là souvent que se fait ce financement involontaire par les marques de la désinformation, parce qu'on le sait, c'est un procédé automatisé, c'est de la mise aux enchères, en fait, en direct entre acheteurs et espaces publicitaires. Et donc, c'est quasiment impossible de contrôler exactement où les publicités vont apparaître. Et souvent, quand les marques vont ensuite avoir un retour sur ce qui a été fait, elles vont pas avoir un retour, on ne va pas leur donner la liste des URL où leurs publicités sont apparues. Et même si on le faisait, en fait, elles seraient souvent bien incapables de savoir si ce blog pose un problème ou pas. Je vois Hélène qui lève la main. Je veux bien intervenir sur la publicité programmatique. Les outils d'achat ont cette capacité aussi de pouvoir soit filtrer avec des listes blanches, soit dire la diffusion avec des listes noires. Et c'est super important à dire. C'est-à-dire que l'annonceur ou l'agence a la capacité de ne pas le faire, mais il faut que ce soit eux qui... On est d'accord, c'est ce travail-là qu'on fait avec les marques. Donc, j'y viens tout de suite. Donc, le problème, nous, on a essayé de le chiffrer l'été dernier, et on est arrivé à ce chiffre assez dingue ce serait à peu près 2,6 milliards de dollars par an qui viendraient financer via la publicité programmatique ces sites d'Infox, de Mésinformation. Et encore une fois, on parle de sites vraiment problématiques qui diffusent des contenus dangereux sur la santé, sur les élections, les scrutins, etc. On peut citer quelques exemples. On a relevé plus de 4000 marques qui ont acheté des espaces publicitaires sur des sites de Mésinformation publiant des infos sur le Covid. Parmi ces marques, on a quand même trouvé un fournisseur, un producteur bien connu d'un des vaccins anti-Covid qui se retrouvait avec ses pubs sur des sites diffusant des infos sur son propre vaccin. Donc là, on se rend compte qu'évidemment, c'est bien intentionnel. Et c'est un énorme problème de brand safety pour cette marque, mais aussi, ça va contre tout son projet sociétal. On a trouvé plus de 1600 marques qui est réputée, parmi lesquelles l'université Harvard, enfin des grandes marques qui se trouvaient à financer la mésinformation sur l'élection présidentielle américaine, dont on sait qu'elle a mené à l'assaut du Capitole. Donc, c'est un vrai problème, comme je le disais, à la fois de brand safety et sociétal. Et donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est justement accompagner les marques pour les aider à la fois éviter d'avoir leur publicité qui se retrouve sur ces sites de désinformation d'Infox, et puis aussi rediriger ces dépenses publicitaires vers des sites fiables, vers des sites crédibles, à la fois pour, donc dans une double démarche qui est à la fois se protéger et arrêter de contribuer à cet écosystème néfaste de la mésinformation en ligne, mais aussi, et je pense que Christine, vous nous posiez la question un peu plus générale, quels sont les grands sujets de demain? Pour moi, ce sera ça le grand sujet de demain.
mais aussi aller soutenir le journalisme de qualité, aller soutenir la production de contenu fiable et vital pour nos démocraties, que sont les contenus journalistiques. Et donc, juste 2 mots sur pourquoi nous, on a décidé d'avoir une approche, nous, chez NewsGuard, on n'est que des journalistes. Et on analyse les sites, je vous le disais, avec des critères vraiment basiques de journalisme, mais on les analyse comment? En fait, c'est un journaliste comme moi qui va passer 2, 3, 4 jours sur un site, analyser tout un tas de contenus. Et puis, au final, le site on va voir si le site passe tel ou tel critère et ça va lui donner un score final sur 100. Donc, c'est très laborieux en termes de, vraiment au sens réel du terme, originel du terme. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de travail de petites personnes, de petites mains, beaucoup d'editing. Pourquoi on a choisi cette démarche? Parce qu'on le sait, la désinformation, elle est difficile à repérer par l'intelligence artificielle, contrairement à d'autres contenus importants pour le brand safety, comme la pornographie, les appels à la haine, etc. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il faut vraiment ce regard humain pour la repérer. Juste 2 petits exemples. Les lignes éditoriales changent très vite. Donc, je peux vous donner l'exemple du site France Soir. Début 2020, aucun problème avec ce site qui finalement reprenait surtout des dépêches AFP. Et puis, progressivement, en 2020-2021, on a vu progressivement, le site est passé dans beaucoup de contenus complotistes et de fausses allégations. Et donc, ça, il fallait une analyse humaine pour le repérer. Et puis, au-delà des récits faux et trompeurs, aujourd'hui, on a aussi la problématique pour les marques de financer la propagande d'État ou la propagande politique. Et ça, on pense toujours à certains sites russes qui aujourd'hui sont très connus, mais il y a aussi des sites qui vraiment sont sous le radar, encore une fois, pour revenir à cette problématique qu'Hélène soulignait très bien, un site comme Observateur Continental. C'est un site en langue française qui est affilié à une unité du renseignement militaire russe. Mais évidemment, c'est indiqué nulle part sur le site. Et pour le savoir, il faut faire une enquête journalistique. Et les contenus, on se rend compte, une fois qu'on sait ça, qu'ils correspondent aux positions du Kremlin et qui contribuent à diffuser la ligne que souhaite diffuser le Kremlin. Mais il faut un œil humain pour le savoir. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est accompagner les marques, leur offrir une couche de protection supplémentaire pour qu'ils puissent se protéger sur ce sujet. C'est important, juste pour revenir sur le sujet de soutenir le journalisme, c'est important. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez aussi, beaucoup de marques s'appuient sur des listes de blocage de mots-clés pour se protéger contre certains contenus qui sont jugés brand unsafe. Et en fait, l'effet que ça a, c'est que ça va beaucoup pénaliser les sites d'actualité. Et donc, nous, ce qu'on leur dit, c'est appuyez-vous sur ces listes de mots-clés si vous le souhaitez, mais s'il y a ce mot-clé sur cette page, mais qu'en fait, le site, derrière, il a 90 sur 100 chez NewsGuard, vous pouvez probablement y aller parce qu'on le sait, l'impact que ça a, c'est que ça va bloquer, par exemple, vous avez Trump qui va être bloqué parce que pour éviter de se retrouver sur des contenus qui peuvent être problématiques. Donc, la page d'accueil du New York Times peut être bloquée tout simplement. Et puis, ça va aussi affecter de manière assez disproportionnée des minorités en bloquant des termes comme gay, par exemple, pour ne pas se retrouver à côté de contenus homophobes. Donc, typiquement, ça va carrément bloquer des sites qui s'adressent à la communauté LGBT et qui sont hyper fiables, juste parce qu'on ne veut pas se retrouver sur des contenus homophobes, mais ce qui, sur ce site, n'aurait aucun sens. Donc voilà, et juste je voulais répondre à une question que posait Mohamed Mansouri dans le chat qui demandait comment est-ce que les acteurs peuvent concilier performance et éthique. Alors moi, encore une fois, je regarde par mon petit bout de la lorgnette qui est ce sujet de la désinformation, de la mésinformation. C'est pas Mohamed Mansouri, mais c'est un Mohamed qui est dans les participants. Ah pardon. Excusez-moi, allez-y. Je pensais que c'était Mohamed Mansouri. Bon, voilà. Du coup, j'ai envoyé un message privé à Mohamed Mansouri qui a juste demandé pourquoi je lui disais ça. Désolée. Donc, Mohamed, parmi les participants, qui demandait comment concilier cette question de la performance et éthique. C'est évidemment une grande question pour les marques parce qu'aujourd'hui, c'est bien de leur dire, voilà, vous financez les contenus de désinformation, il faut que vous arrêtiez de le faire. C'est bien, mais évidemment, on peut comprendre que ce soit compliqué pour elles d'ajouter des filtres supplémentaires, puisque ça va limiter aussi les communautés attentes. Donc nous, on a fait un cas d'étude en fait avec une marque
une grosse société du Fortune 500 aux États-Unis, qui avait retiré une grande partie de ses publicités des sites d'actualité, justement pour se protéger, et qui utilisait des listes de mots-clés très vastes et qui avait une liste d'inclusion, donc les sites sur lesquels on va aller diffuser ces publicités de manière proactive en sachant qu'ils sont safe, qui était très restreinte. Donc, on a travaillé avec eux et on a ajouté en fait 1259 sites d'actualité très fiables à leur liste d'inclusion, dont 600 qui avaient un score parfait de 100 sur 100. Donc, vraiment, ça ne faisait pas sens qu'ils soient dans leur liste à la base. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, les performances de la campagne, elles étaient meilleures au final sur plusieurs indicateurs clés, sur le reach, sur donc plus 20%. Donc, ça, c'était évidemment, ça dépend beaucoup des marques, ce qu'elles vont regarder, mais c'était ce que voulait regarder cette marque. Sur le CPM, donc c'est le coût pour 1000, on avait un CPM de moins 9%, et sur le taux de clic qui était qui avait augmenté de 143%. Et donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, finalement, beaucoup de marques se privent d'audience hyper importante en n'allant pas sur les sites d'actualité, et que travailler à réorienter leurs dépenses vers des sites très fiables qui, nous, on s'intéresse au sujet de la désinformation, mais c'est sans doute la même chose sur d'autres sujets dont on a parlé qui sont responsables sur d'autres sujets, ça peut être hyper intéressant en fait en termes de performance pour ces marques. Donc nous aujourd'hui, on aide ces marques à faire ce travail-là, ce travail double à la fois de se désengager des sites d'Infox et de se réengager vers les sites très fiables. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que ce qui est très important dans ce sujet, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'acteurs qui disent « mais c'est problématique, on va se retirer de sites, on va faire des listes d'exclusion toujours plus grandes. Finalement, ça peut s'apparenter à de la censure, on va priver certains sites de revenus très importants, donc comment le justifier ?» Et donc nous, notre réponse à cela, c'est de dire « bah oui, effectivement, il faut être hyper transparent sur ce sujet et il faut mettre les éditeurs dans la boucle. » C'est-à-dire, il ne faut pas juste… C'est pour ça que nous, on tient à notre approche très humaine. On ne s'appuie pas sur un algorithme où on va dire à une marque « bah voilà la liste ». Et on ne sait pas en fait comment on en est arrivé à cette conclusion, mais l'algorithme a dit qu'il ne fallait pas aller sur ces sites-là. On a un processus qui est hyper fiable. On a des milliers de caractères d'analyse pour chaque site qui permettent de justifier cette décision. À chaque fois qu'on va juger dans tel ou tel sens un site, on va les contacter, leur donner l'occasion de nous répondre, voire de nous convaincre qu'on s'est trompé. Et puis, on va mettre à jour en permanence nos analyses parce que les sites peuvent changer. Et donc, ça, c'est un espèce de droit de réponse des éditeurs qui me semble hyper important quand on va aller vers ces démarches qui vont de fait, il ne faut pas le nier, priver certains sites de revenus importants. Donc, c'est important d'être transparent et d'inclure les éditeurs dans cette démarche. Voilà. Un grand merci, Chine, sur cette vision en fait de l'importance justement de l'humain et du traitement par l'humain de cette question de quelque part de désinformation et de responsabilité de la publicité. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Mohamed Mansouri qui probablement va avoir une approche justement très complémentaire, notamment sur les AdTech, sur l'importance des algorithmes aussi pour traiter cette question de publicité numérique responsable. Et puis peut-être sur un sujet qu'on n'a pas tellement abordé au cours de cette matinée, qui est un vrai sujet aussi de publicité, qui est le marketing de l'influence. Voilà, donc Mohamed, je vous laisse la parole avec évidemment une vision de la RPP qui est un acteur majeur et un catalyseur majeur sur ce sujet de publicité responsable. Merci Christine, bonjour à tous. D'abord, je tenais à remercier la chaire Good in Tech de nous donner la parole au sein de cette table ronde extrêmement riche. Et je tenais aussi à saluer l'excellent travail réalisé de synthèse. C'est impressionnant parce vous avez vraiment dressé une réelle cartographie de toutes les actions menées par l'ensemble de la chaîne de valeur, aussi bien au niveau national, mais aussi européen, puisqu'on retrouve le HASA qui fédère l'ensemble des organismes de régulation et on parle aussi beaucoup d'ICC. Donc, c'est une excellente vision instantanée et bravo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler un peu de ce que fait l'ARP sur le numérique, juste quelques mots sur la RPP. Donc, vous l'avez compris, on est une émanation de la profession publicitaire, parce qu'on va regrouper les marques, leurs agences et les médias, et aussi l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, les plateformes aussi, qui rejoignent l'ARP. C'était à titre d'exemple Google ou TikTok. Et l'ensemble de ces acteurs vont adopter des règles déontologiques,
des bonnes pratiques, des recommandations déontologiques et prendre un engagement fort qui est celui de respecter ces règles. L'ARPE, ce n'est pas un organisme récent, c'est un organisme qui date de 1935 et sur le numérique, ce n'est pas une préoccupation récente non plus, puisque déjà depuis 2000, la première recommandation de publicité sur Internet avait été adoptée par la profession et retrouvait les principales règles éthiques qu'on retrouve par ailleurs dans le code ICC qui sont mondiales, à savoir l'identification de la publicité, le respect des jeunes publics et tout ça. Donc très récemment, on a et je tiens un peu à m'attarder sur ce point-là, on a adopté la version 5 de cette recommandation communication publicitaire numérique, donc qui est en vigueur depuis maintenant le 1er janvier 2022, et qui apporte la force de cette recommandation-là, c'est qu'elle offre une applicabilité constante, et c'est aussi la force de ces règles professionnelle, dans la mesure où dès lors qu'il y a un format émergent, une technique émergente, une nouvelle pratique, la profession se réunit et adapte ces règles. Donc, on va retrouver au sein de fiches pratiques l'ensemble de ces règles transversales adaptées, eh bien, par exemple au brand content, au marketing d'influence, on va en parler, et à l'audio digital aussi. L'ensemble de ces règles, on en a fait beaucoup de pédagogie. Notre principale activité est en amont de la diffusion. On va faire du conseil. On a délivré à peu près plus de 20 000 conseils l'an dernier. Donc, à l'ensemble, les acteurs du conseil juridique, du conseil déontologique. Notre cœur de métier est assuré par des juristes conseils spécialisés en droit de la consommation, de la communication, des médias, avec des contraintes plus ou moins fortes selon les médias. Par exemple, pour la télévision, l'intégralité de la production publicitaire télévisée et en replay et en VOD passe ici à l'ARPE avant diffusion, elle est validée ici, et les régies publicitaires insèrent dans leurs conditions générales, dans leur régie, en fait, dans leurs conditions générales, la nécessité de soumettre à l'avis de l'ARPE. Donc on en fait beaucoup de pédagogie, et comme vous en doutez, ces règles vaudraient bien peu de choses si on ne se donnait pas les moyens de les faire respecter. Et donc, on a une activité de monitoring qui est assez fournie au travers de divers processus. Il y avait sur le jury déontologie publicitaire, Marion le soulignait tout à l'heure, qui traite des plaintes des consommateurs et dont la sanction sera celle de l'atteinte réputationnelle, donc le name and shame. Il y aura une diffusion, une publication d'une décision, d'un avis, eh bien, qui pointera du doigt le manquement, donc au regard des règles déontologiques, pas des règles de droit, parce qu'il y a les tribunaux pour ça, et donc y compris la recommandation publication publicitaire numérique qui vient d'être diffusée. Dans cette recommandation, je rebondis un peu sur ce que nous disait Chine, c'est qu'on va retrouver des notions liées au discours à teneur conspirationniste dans la publicité. Et ça, c'est relativement nouveau. C'est-à-dire toutes les publicités dans lesquelles vous allez retrouver un petit peu cette solution que l'État te cache, ou bien le remède que les médecins ne veulent pas que tu connaisses. Et c'est le véritable enjeu dont parlait tout à l'heure Hélène, c'est pouvoir, ça va être un de nos enjeux à venir, il sera de plus en plus fort, c'est pouvoir justement capter au moment de la diffusion des communications commerciales de ces acteurs qui sont un peu en dehors des radars et qui nuisent à l'image globale de la publicité. Et c'est dans le cadre de cette activité de monitoring qu'on va pouvoir le faire, et notamment grâce à l'intelligence artificielle. Et vous l'avez cité dans le rapport, grâce à Invenio, qui est une approche qu'on a construite il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans de cela. On avait conduit des ateliers menés en partenariat avec Mine Paris Tech, où l'objectif, c'était vraiment de capter les enjeux et donc avec l'industrie. Donc, c'était vraiment des ateliers avec l'industrie publicitaire numérique, avec l'industrie publicitaire audiovisuelle. L'objectif, c'était de capter un peu les besoins et comment les technologies avancées, comment l'intelligence artificielle pouvait nous aider à une régulation professionnelle augmentée. Et très vite, eh bien, l'enjeu, la publicité numérique responsable s'est avéré être un enjeu. Le gros challenge technique auquel on est confronté, c'est de pouvoir disposer de données suffisamment bien labellisées en masse pour avoir des taux de précision, qui soient suffisants et qui soient acceptables. Et donc, c'est avec des entreprises qui sont spécialisées dans la computer vision, dans le machine learning, avec lesquelles on travaille, par exemple Sicara, qu'on va réussir qu'on a déployé Invenio. Et donc Invenio, c'est un outil qui va scroller, qui va récupérer des contenus publicitaires aujourd'hui en display et sur lesquels vont tourner des modèles des modèles d'IA en fait basés sur le texte. Donc on est sur des technologies très proches du traitement du langage naturel ou l'image, la computer vision, et vont faire remonter sur un dashboard des suspicions de manquement. Et les juristes chez nous vont les valider ou invalider, et ça va venir
enrichir, donc nourrir l'algo pour avoir des taux de précision plus importants. Ces modèles-là, on les a étendus à une autre source, à un autre format, c'est le marketing d'influence. On a lancé l'an dernier l'Observatoire de l'influence responsable. Donc, vous voyez, le marketing d'influence, c'est quand une marque et un influenceur, quand il y a des engagements réciproques entre une marque et un influenceur, d'un côté créateur de contenu, influenceur, de produire un contenu en échange d'une contrepartie, quelle qu'elle soit, un paiement, une invitation ou autre, eh bien, dès lors, on entre dans la collaboration commerciale et un des premiers enjeux, c'est celui de l'identification, que l'intention commerciale soit révélée de manière explicite et instantanée, comme le demande le texte. Eh bien, ces algorithmes nous font remonter automatiquement les hypothèses de collaboration commerciale modulo une analyse du texte. Je remercie nom de la marque, j'ai été invité par l'usage d'un code promo ou autre. Et donc, ça nous a permis de collecter 30 000 contenus qui relevaient de ces hypothèses de collaboration commerciale. Il y a l'occasion, analyse observatoire à l'occasion duquel on a constaté malheureusement que près d'un quart des communications commerciales dissimulaient cette intention, ne révélait pas l'intention commerciale. Et donc, cet observatoire est piloté par l'interprofession. On va y retrouver des marques, l'union des marques aussi, les agences. On va y retrouver aussi les plateformes qui y siègent et elles vont définir des actions, adopter un plan d'action. Et c'est parmi ces actions, on a donc le certificat de l'influence responsable que vont pouvoir passer les influenceurs, les créateurs de contenu, pour maîtriser un socle de règles légales, de règles déontologiques et s'engager à les respecter. Donc ça, sont des actions très concrètes, extrêmement pragmatiques en fait, qui sont lancées par la profession dans cette agilité en fait qui la caractérise, et ce grâce aux technologies. Donc l'enjeu de demain, c'est vraiment pouvoir, compte tenu de la multiplicité des canaux, des formats, eh bien, adapter la régulation grâce aux technos, s'appuyer sur des technos pour, à la diffusion, pouvoir remonter des contenus, faire en sorte qu'il y ait le moins possible de trous dans la raquette en fait. Parce que c'est le gros enjeu du numérique, comme vous en doutez. Et tout cela, bien sûr, on ne le fait pas du tout d'un point de vue purement local, puisque nous sommes au sein de l'EASA, donc l'Alliance européenne pour une publicité éthique. Nous partageons les codes sources avec nos homologues européens. Ça n'a pas de sens que de vouloir appréhender la question d'une publicité numérique responsable au niveau local. Donc, de plus en plus, on upscale, pardonnez-moi de cet anglicisme, ces technos pour justement être plus efficace, agir plus promptement, et ce à l'échelle européenne, et devenir un interlocuteur qui soit à la fois légitime, pertinent et crédible aux yeux des pouvoirs publics, mais aussi avec les plateformes, et particulièrement celles avec lesquelles on travaille de manière très intelligente. Merci, merci beaucoup Mohamed. Donc on voit bien effectivement cet intérêt. Alors nous, on est très intéressés aussi par ces démarches au sein de la chaire, hein, d'usage des technologies pour essayer de solutionner aussi ces questions. On prône beaucoup cette idée de technologie responsable ou pensée responsable, et puis l'usage des technologies aussi pour répondre à ces problématiques, et des systèmes aussi hybrides où il y a des solutions qui seraient faites par des humains, et on voit bien tout l'intérêt de NewsGuard, et d'autres solutions qui seraient apportées par aussi des technologies. Mais on voit aussi que sur les aspects technologiques, on en est plus, je dirais, au démarrage de ces initiatives. Il y a aussi toutes les initiatives, ou en tout cas les entreprises que je mentionnais au début, pour lutter contre la fraude publicitaire, où là, c'est devenu un marché, en particulier aux États-Unis, très, très important. Donc, on voit aussi se déployer de nouvelles startups sur ces sujets, de nouvelles entreprises de ad vérification. Donc, ça crée aussi tout un écosystème de marché. Donc, je me tourne maintenant vers les participants à cette table ronde. Est-ce que vous avez des questions particulières? N'hésitez pas à le mettre dans le chat. Donc, il y avait une question peut-être pour Martin. Alors, vous y avez répondu par un lien, mais il y avait une question de Jeanne Damé sur les mesures sur lesquelles vous vous appuyez pour dire que Meta a atteint la neutralité carbone en 2020. Alors, c'est vrai que le sujet de l'environnement,
on l'a abordé, mais on l'a abordé assez vite. On sait que c'est une grande question aussi sur cette publicité numérique. Voilà, les uns les autres, et peut-être la question était adressée aussi à Meta. On va commencer par Martin, mais où est-ce qu'on en est des indicateurs de l'impact vraiment de la publicité sur l'environnement? J'ai l'impression quand même que c'est un gros travail qui reste à mener sur ce sujet. Oui, alors pour la neutralité carbone de nos activités, c'est l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre qui est utilisée avec des méthodologies. Alors après, je ne suis pas spécialiste de ce secteur, mais il y a des certifications internationales, donc on respecte les différentes certifications pour valider la méthodologie qui est utilisée. Mais il y a vraiment deux grands axes de travail. C'est un, que tous les data centers soient alimentés par des énergies 100% renouvelables. Donc ça, c'est déjà une première initiative qui, en plus, la démarche qui a été la nôtre, c'est de permettre que les financements alloués aux énergies renouvelables permettent de bénéficier aussi aux acteurs périphériques. C'est-à-dire que ce n'est pas le financement uniquement de production d'énergie renouvelable pour nos data centers uniquement, mais qui bénéficie en général à toutes les villes adjacentes à nos data centers, donc pour avoir un effet aussi, pour créer des synergies. Et puis le deuxième axe de travail, c'est vraiment sur l'éco-conception des data centers eux-mêmes, avec notamment donc une éco-conception qui est faite sur les serveurs, que ce soit, on participe à un projet, j'ai oublié le nom, mais qui, à l'échelle de l'industrie, permet de définir en fait les meilleures pratiques en termes de serveurs et d'éco-conception des serveurs pour que la technologie qui soit utilisée soit la plus à la pointe possible. Et puis avec le cycle de vie entier du serveur qui est pris en compte, c'est-à-dire que les data centers, pour être performants, ont besoin d'avoir des serveurs qui sont à la pointe, et les serveurs, une fois qu'ils ne sont plus à la pointe et ne sont plus en capacité d'alimenter un de nos data centers, ils sont utilisés à d'autres fins, à d'autres utilisations, pour ne pas être jetés ou recyclés immédiatement. Et ça, donc on a atteint la neutralité carbone en 2020 sur le scope 1 et 2. Et sur le scope 3, qui est vraiment l'intégralité de la supply chain, on a un objectif d'ici 2030 d'avoir cette même neutralité carbone. Et après, sur la question qui est plus celle du service, il y a deux grands axes de travail encore. Je crois qu'un des premiers qui correspond à ce dont on parlait sur l'amélioration de la technologie en intelligence artificielle, c'est le fait de progressivement, on va de plus en plus vers des modèles d'intelligence artificielle qui sont aussi performants avec moins de données, moins de paramètres. Et donc, du coup, plus on atteint une performance qui est bonne avec moins de données, moins ça entraîne de consommation énergétique sur le long terme. Donc, la dimension de l'éco-conception des algorithmes, elle est aussi importante. Et puis, aujourd'hui, sur nos plateformes, un des principaux vecteurs d'impact environnemental, c'est la vidéo. Et typiquement, sur les vidéos, on a déjà des technologies de débit adaptatif qui permet en fait à chaque lancement de vidéo d'adapter en fonction du support, de la qualité de la vidéo et de la connexion Internet pour d'adapter du coup le débit et la résolution des vidéos, ce qui permet en fait de minimiser l'usage des données en fonction des conditions dans lesquelles la vidéo s'affiche. Merci beaucoup, Martin. Je ne sais pas si Hélène, Mohamed, Oui, Chine, vous voulez réagir, notamment j'ai sur la vraiment question de la vidéo, qui est vraiment le sujet majeur de cette Alors, moi, je partie-là. peux rapidement intervenir sur le sujet. Je suis vraiment désolée, je vais être obligée de vous couper, Oui, on va arrêter. de rater la conclusion et le wrap-up, mais vraiment, il faut que j'ai un call à 11 heures, je ne peux pas le rater. Juste important sur la notion de bilan carbone des campagnes digitales, je pense qu'il y a quelque chose, qui est important, c'est d'essayer Martin l'a dit tout à fait, que tout le monde ait les mêmes référents de mesures pour éviter de mesurer des choux et des carottes, ça c'est le premier point. Et en effet, on a pour objectif avec l'IAB France cette année, alors j'ai du mal à le positionner dans le temps, on aimerait que ce soit avant l'été, ce sera peut-être à la rentrée, de publier un guide de bonnes pratiques. Alors avec des choses assez simples, Martin l'a dit, la vidéo est très consommatrice, mais il y a des formats de diffusion qui sont moins consommateurs, notamment le Vast 4 par rapport au Viped. C'est très technique, c'est des formats de compression vidéo. Il y a aussi la durée des publicités, peut-être que faire des spots un peu moins longs, c'est ne pas avoir X versions d'un même spot, parce qu'après, il y a les problématiques de stockage, éviter aussi
doublonner toutes les mesures de performance, de trafic, etc. C'est des choses assez simples. Ça va être une sorte de recueil finalement de quelques exemples. On ne va pas arrêter de faire de la publicité, on ne va pas arrêter la vidéo, on ne va pas arrêter le programmatique, mais comment est-ce que chacun de ces leviers, on peut les faire mieux avec quelques clés qui permettent en effet, sur les 30% qui restent, qui ne sont pas les terminaux, mais qui sont la diffusion, comment est-ce qu'on peut mieux gérer l'empreinte carbone de la diffusion des campagnes digitales. Et je vous remercie encore une fois et je vous quitte et merci beaucoup pour cette matinée. Au revoir tout le monde. Un grand merci Hélène pour votre présence. Bonne continuation. On va... Je crois que tu as été coupée, Christine, au niveau du son. On va peut-être terminer sur une question un peu générale qui est dans le chat aussi, qui est une question un peu traditionnelle sur ces questions de responsabilité, qui est finalement, lorsqu'on veut devenir plus responsable sur un sujet, évidemment, ça a des coûts, évidemment, ça génère tout un tas d'externalités. Donc, comment on concilie performance et responsabilité. Nous, on a fait une grande enquête sur l'innovation numérique responsable avec un certain nombre d'entreprises, les 1000 membres de Cap Digital. Et en fait, au travers de cette enquête, il y avait une question sur la compatibilité entre l'innovation numérique responsable et les questions de responsabilité. Et on s'aperçoit qu'on a été assez surpris des résultats. La plupart des entreprises ont passé ce cap maintenant culturellement de dire non, ce ne sont plus deux concepts incompatibles que d'être responsable et d'être compétitif. Et donc, sur la partie publicité numérique responsable, voilà, quel est votre point de vue sur cette question qui sera donc la dernière de notre table ronde? Je ne sais pas qui veut commencer à répondre. Mohamed. Alors, je vais parler plutôt de contenu, alors parce que c'est vraiment pour le coup la partie de l'ARP, puisqu'on est notre mission statutaire, c'est d'œuvrer en faveur d'une publicité loyale, véridique et saine. On remarque de plus en plus que l'éthique devient un levier d'efficacité. La transparence devient un levier d'efficacité et d'engagement auprès des audiences. Particulièrement, enfin, je prends un exemple sur le marketing d'influence. À une époque, des créateurs de contenu, des influenceurs disaient oui, mais je ne vais pas dire que je suis payé par la marque parce que j'ai peur que mes audiences se détournent de moi. Et de plus en plus, on se rend compte que lorsque la transparence est de mise, lorsqu'on est transparent avec les audiences et effectivement on dit qu'on a un partenariat avec une marque, eh bien on génère plus d'engagement parce que c'est cette confiance qui permet de construire une relation durable et bénéfique aussi de fait pour les marques. Donc, je dirais vraiment pour le coup, l'éthique peut être un accélérateur de performance quand elle est implémentée avec volontairement et intelligemment, oui. Merci Mohamed. Martin, Chine, est-ce que vous voulez ajouter un point de vue sur ce... J'en ai déjà dit 2 mots, mais Ouais. juste pour ajouter une phrase pour compléter ce que vient de dire Mohamed, effectivement. Donc nous, d'abord, sur notre sujet, on voit qu'aujourd'hui, se détourner de sites d'actualité fiables, c'est pas une bonne chose financièrement pour les marques. Donc il y a un clair gain à ce niveau-là. Et ensuite, je pense que sur le sujet qui est le nôtre de la désinformation, des infox, etc., est un sujet qui est en train de prendre beaucoup parce qu'on se rend compte que sociétalement, il y a un risque. On parle pas des mêmes, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur qu'il y a 1 an et demi. Quand on parle d'infox sur l'intégrité électorale, on pense à ce qui s'est passé au Capitole. Aujourd'hui, on est combien de mois après l'élection présidentielle américaine? Il y a encore beaucoup de gens aux États-Unis qui pensent que Biden n'a pas été élu. Donc, on est sur des vrais sujets démocratiques et sur la santé publique, c'est la même chose. On est aussi sur des vrais sujets dangereux pour la santé publique et potentiellement mortels. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience et une demande de la part des consommateurs qui fait que les marques ne peuvent plus financièrement ne pas se positionner sur le sujet. Et donc, à long terme, c'est évident qu'il y a un intérêt financier pour garder ces consommateurs et avoir un lien de confiance avec ces consommateurs à se positionner sur ces sujets. Martin, petit mot de la fin sur ce sujet. Oui, peut-être brièvement pour conclure. Alors, je plus sois ce qui a été dit par Mohamed et Chine à l'instant. Je crois que sur la question de la confiance, c'est un sujet fondamental. C'est-à-dire que sans éthique et sans des pratiques plus vertueuses, plus transparentes, on va alimenter un climat de défiance qui est finalement détrimental à l'ensemble des acteurs du secteur. Mais le deuxième élément concernant vraiment le lien entre éthique et performance, je crois qu'une des solutions, elle réside vraiment dans la question
de l'innovation responsable et de l'amélioration des technologies, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le nerf de la guerre reste quand même du coup l'intelligence artificielle et les algorithmes. Et aujourd'hui, à mesure que la recherche progresse dans le domaine de la lutte contre les biais algorithmiques, dans le domaine de la minimisation des données nécessaires pour parvenir aux mêmes performances, et ben, à mesure que les progrès sont là, la performance demeure la même, alors que l'éthique progresse. Et ça, je pense que vraiment, il y a un aspect scientifique à ne pas négliger. Et quand on voit l'ensemble des initiatives de recherche, et encore une fois, c'est pour ça que nous sommes engagés pour la recherche ouverte, que tout est publié en open source, pour que ce mouvement soit vraiment le plus bénéfique possible et qu'on aille plus loin, plus vite ensemble. C'est vraiment, je crois, une des pistes majeures pour rendre l'éthique encore plus efficace et pratique pour l'ensemble des acteurs. Merci beaucoup, Martin. Donc, c'est 11h05. On va essayer de tenir le timing. Donc, on va clore ce séminaire maintenant. Donc, un grand merci à Hélène, même si elle est partie déjà, à Mohamed Mansouri, Martin Signou et Chine Lab donc, pour cette table ronde. Je crois qu'on avait des points de vue très, très différents, très riches. On voit que quand même le sujet avance, mais qu'il y a beaucoup encore d'enjeux à traiter devant nous. Sachez aussi que dans la chaire Good in Tech, c'est un sujet que vraiment on porte et que l'on va porter de plus en plus, avec beaucoup de travaux à venir sur ces questions de publicité numérique responsable et plus largement de marketing responsable, mais la question de la publicité sera vraiment au cœur de nos travaux. Je remercie aussi tous les participants vraiment à cette session. Pour ceux qui n'ont pas pu être là, mais que vous connaissez, donc la session a été enregistrée et sera donc en replay sur notre chaîne YouTube donc dans quelques jours. Et donc, vous pouvez aussi diffuser un lien vers ce replay, un lien aussi vers notre rapport qui permet d'avoir cet état des lieux un peu de la situation. Et j'espère donc que ce sujet sera source voilà, de travaux futurs, de travaux probablement aussi autour des questions de campagne électorale. On n'en a pas parlé, mais c'est un sujet aussi actuel pendant la campagne, cette question de publicité numérique, de désinformation et d'enjeux. Donc, on voit que, je dirais, les enjeux sont, selon la période dans laquelle on est ou selon le contexte, extrêmement importants, bien sûr. Donc, merci à tous et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Également, te remercier, Christine, Beaucoup. de m'avoir permis de travailler sur ces sujets. Et puis, merci, bien sûr, à Un tous ceux grand qui merci ont à toi, permis Arion. de travailler sur le rapport. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.